Bien le bonjour, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à la prescription avec votre petit docteur Fred Lambert. J'espère que vous vous portez bien parce que sans secret et sans honte, je dois avouer traverser des moments un peu essoufflants. C'est la fin de session universitaire, beaucoup de concerts pour les étudiants, une tonne de répétitions et de concerts pour moi-même. Je suis constamment en train de courir ces jours-ci, mais j'ai eu la chance de m'entretenir avec quelqu'un que j'aime beaucoup. Ça faisait 3 ans qu'on ne s'était pas parlé. Il a une voix rassurante, paisible, il a des propos extrêmement intéressants, touchants. Bref, cette conversation m'a redonné de l'énergie et je suis très fier de vous partager ce moment en espérant que vous allez avoir de l'énergie à votre tour. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter ce cher pianiste Alexandre Tarot. Alexandre Tarot commence le piano à l'âge de 5 ans au Conservatoire du 14e arrondissement de Paris. Pianiste de renommée internationale, il enregistre des œuvres qui traversent les époques, avec des compositeurs tels que Couperin, Bach, Chopin, Ravel et Satie. En 2009, le ministère de la Culture le nomme Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Son éclectisme passionné l'amène à multiplier les rencontres avec d'autres grands artistes, comme le metteur en scène Bartabas, le comédien François Morel et le cinéaste Michael Haneke. En 2017, les éditions Grasset publient son premier récit intitulé « Montrez-moi vos mains ». Pour son nouvel album, sorti en novembre 2022, le pianiste Alexandre Tarot, grand amateur de cinéma, a choisi le monde si évocateur des musiques de film. Il rend hommage aux grands musiciens du 7e art qui ont accompagné sa vie, avec des compositeurs comme Michel Legrand, John Williams, Vladimir Cosma, Ennio Morricone, Philippe Sard et Nino Rota. Le disque est disponible sous l'étiquette Warner Music et Erato. Voici ma conversation avec Alexandre Tarot. Là, t'es où en ce moment? Ben, je suis chez moi, dans ta magnifique... ma petite demeure. Normalement, là, Wow! si tu zoomes, tu vois la tour Eiffel. Hey! Mais écoute, c'est drôle que tu me montres ça parce que pendant la pandémie, j'ai quand même pas mal pensé à toi parce que je sais que volontairement, t'as pas un piano à la maison. Oui. Alors, on m'avait prêté un piano en plastique de Yamaha et donc j'ai pu travailler tous les jours un peu comme un adolescent dans ma chambre. Voilà, c'était très rigolo et je faisais des concerts d'escalier tous les dimanches. J'avais décidé de faire ça et c'était des moments d'une intensité assez rare parce que tout le monde attendait ça puisqu'on faisait rien. Il y a beaucoup de gens seuls dans l'immeuble. Ben oui. Tous les dimanches à 18h, je faisais un concert d'une demi-heure sur mon palier. Alors là, il y a des gens qui restaient chez eux mais qui ouvraient juste la porte, d'autres qui s'approchaient. Il n'y a que 14 appartements, donc c'est pas énorme. Et ça faisait du bien à tout le monde. Et j'avais mon rôle que tu connais bien, de musicien, médiateur. Je me sentais utile. Mais dans ce cas-là, tu étais pas mal libre de faire ce que tu voulais musicalement. Est-ce que c'était l'opportunité ou le temps de, je sais pas comment dire, d'explorer des nouvelles choses ou t'es allé plus dans des zones de confort ou du répertoire que tu affectionnais plus? Ou c'était très libre? Comme tout le monde, d'abord j'ai commencé à cuisiner alors que j'avais jamais cuisiné. Tu sais, il y a des gens qui ont vraiment fait des choses opposées à tous leurs désirs de tout le reste de leur vie. C'était assez incroyable. Des gens qui ne lisaient jamais et qui se sont mis à lire. Toi, c'était quoi? Toi, la cuisine, c'était le premier truc différent que tu as fait? Des gâteaux. Je suis très sucré. Beaucoup de gâteaux.
Et puis, j'ai composé, en fait, tu sais pas, mais quand j'étais enfant, je me destinais vraiment au métier de compositeur. C'est pas du tout pianiste que je voulais faire parce que j'étais paresseux. Et, euh, et en fait, mais ça n'enregistre pas là, on n'est pas Ah déjà oui, dans ah oui, c'est l'émission. déjà parti, là. Bon, non, non, on va faire les choses bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais paresseux et je ne voulais pas devenir pianiste. Ça me semblait trop fatigant. Et je voulais vraiment être compositeur. Et là, par contre, j'ai remis à jour beaucoup de partitions que j'ai fait éditer. J'en ai même enregistré certaines. Enfin, ça a été quand même le Covid, la période de Covid, surtout le confinement, a été pour beaucoup de personnes un moment de basculement vers une autre forme de vie. Mais dans ton cas, surtout que tu faisais tellement de tournées, tu étais toujours en déplacement, de se retrouver toujours à la même place, est-ce que ça te fait peur ou ça te fait un bien? Mais alors, attends, c'est commencé ou c'est pas Oh, ah commencé? oui, c'est commencé! Ah, mais oui, mais moi, je savais pas. Il faudrait faire les choses Ah bien. non, mais tout, regarde, Alors, c'est une on se dit même conversation. pas bonjour. Ah oui, mais oui, On se dit même pas bonjour, bonjour. bonjour, bonjour, bonjour. Mais Bonjour, monsieur. on discute, non, mais écoute, je suis vraiment curieux parce que quand on regarde tous les concerts que tu fais dans une année, je trouve ça épuisant, là, à observer là, tous les trajets, le répertoire, tout ça. Et cette pause-là, t'étais combien de temps? Ben, t'as fait des concerts, justement, comme tu disais, à la maison ou proche, du moins. Mais combien de temps que t'es resté à Paris pendant cette COVID? Ben, presque 2 ans et demi parce que les concerts se sont. Enfin, j'ai fait quand même quelques tournées. Je suis allé au Brésil dans la pire période pendant 2 semaines où j'étais dans mon hôtel. Je ne sortais que pour aller à la salle de concert. C'était à Sao Paulo où l'orchestre donne toujours 3 fois de suite le même concert. Donc j'ai fait 3 fois le concerto en sol de Ravel, mais la semaine précédente, un pianiste vivant en Angleterre n'avait pas pu partir de son pays, donc je leur ai sauvé 3 concerts avec le deuxième concerto de Beethoven la semaine précédente, et au milieu il y avait un récital, donc j'ai donné 7 concerts. J'allais toujours dans la même salle avec le même chef, le même orchestre, et pendant 2 semaines. Et je n'ai fait que manger dans ma chambre. Je n'achetais rien. Enfin, dès que c'était un fruit, je le lavais avec du savon. Enfin, je faisais comme il fallait pour ne pas mourir. Mais en dehors de cette tournée-là, j'ai très peu de souvenirs. Quelques concerts. C'est-à-dire qu'après le confinement, le premier confinement en France, mais qui correspond à peu près aux mêmes dates que chez vous, euh, le, le, les concerts ont repris, mais à dose homéopathique. Vraiment, c'était de Mhm. temps en temps. Et puis ça s'annulait, puis ça repartait. On prenait presque plus de temps à gérer les annulations, les reports de dates qui ont été reportés parfois 3 fois de suite que d'aller donner un concert. Et ça, c'était fatigant. Alors que la première période de confinement, pour moi, était une sorte de paradis sur Terre. Euh, à bien des égards. Bon, il n'y aurait pas eu tous ces morts, j'aurais vraiment été l'homme le plus heureux du monde. À bien des égards, je dis ça parce que il faut savoir que Paris, là où j'habite, donc proche de Bastille, est une ville extrêmement difficile, hein, avec beaucoup de bruit, une sorte de pollution sonore et de pollution tout court. Trop de monde sur une petite surface, beaucoup de gens qui s'arrachent entre eux. Hein. Les gens sont d'une arrogance et d'une violence assez extrême. Et de plus en plus, maintenant que la circulation est difficile à Paris depuis quelques années, ça s'est amplifié, ce mal-être général. Puis tout d'un coup, là, j'ai mon balcon qui donne sur l'eau, sur ce petit canal. Bien, j'ai vu des papillons. Euh, pour la première fois, je suis ici depuis 9 ans dans cet appartement. Des papillons. Et puis, euh, des fleurs partout dans la rue. Le silence total que vous avez dû, j'imagine, Mhm. découvrir aussi à Montréal. Mais ici, à Paris, le silence total, il n'arrive jamais. Et beaucoup d'animaux, beaucoup d'oiseaux, des fleurs qui poussaient dans les rues, ça c'était quelque chose d'assez incroyable. Et ça s'est arrêté direct quand les voitures sont revenues. Donc ce moment d'arrêt, j'avais regardé dans mon agenda et je m'étais aperçu que les 2 années précédentes, je n'avais pas passé une semaine d'affilée dans mon appartement. Et là, alors là, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, un mois, 2 mois, c'était absolument exquis. Et ce rapport au temps qui, chez nous, musiciens, est très perturbant parce que
quand on est musicien classique, on est régulé par nos barres de mesure, ce texte que l'on veut absolument suivre au milliardième de seconde près, ces tempi aussi. Tu parlais de nombre de concerts, et bien notre agenda qu'on remplit comme ça, sans fin. Et finalement, la vie passe très vite. Ça nous laisse peu de temps pour l'improvisation, pour le lâcher prise, pour la méditation, pour la rêverie, je disais. Je disais, pardon, je reviens à ce que je disais dans sa première question. Enfant, j'étais paresseux, mais au fond, c'était une très bonne période parce que j'ai laissé place à la rêverie. Donc, j'ai accumulé des milliards d'heures de rêverie, certes d'enfant, mais toutes les rêveries sont enfantines, même à mon âge. Et ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir travailler beaucoup et d'avoir rechargé mes batteries en rêverie. Mais ça, c'est chouette, ça. C'est quand même quelque chose que tu avais. Que tu. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaitais depuis longtemps, justement, recharger, une réinspiration un peu d'une certaine façon? Parce que, je veux dire, quand on est sur la route, comme tu le dis, quand on est sur la route, le rêve, il n'est plus là. Je veux dire, c'est très fonctionnel. Tu dois opérer, tu as tous ces concertos-là à livrer en peu de temps, peu de répétitions en plus, on va le dire quand même. Là, tout ça, le milieu du concertiste, c'est quoi maintenant? Maintenant, c'est quoi? C'est une répétition, la générale concert? C'est pas mal ça en général? Avec orchestre, c'est une répétition, deux dans certains cas. Par exemple, avec l'excellent orchestre que vous avez à Québec, les Violons du Roi, on a 2 répétitions, puis une générale. Au Japon aussi, il y a 2 répétitions. Mais dans la majeure partie des cas, c'est une répétition avec orchestre et la générale, c'est vrai que c'est du bricolage. Mais la partie du soliste, elle est travaillée depuis des décennies. Et quand on donne un récital, donc seul, ce qui est, ça fait partie de, je sais pas, c'est 70% de mes concerts. Là, c'est un travail assez énorme. Et donc, ce n'est pas du bricolage. Non, là, c'est pas du tout du bricolage, même, je dirais. Oui. Et là, quand tu as eu, cette pandémie, la première tournée, c'était le Brésil, qui s'est présenté à toi. En plein milieu, oui, c'était en janvier, donc ça doit être janvier 21. Et là, après, on est reparti. Il y avait pardon. Non, vas-y, oui, vous étiez reparti à quoi? Il y avait des pays ouverts, tu vois. En Europe, ça dépendait vraiment des pays. Je suis allé à Madrid, en Espagne. À un moment, c'était ouvert, alors que tout le reste des théâtres du reste de l'Europe était totalement fermé. J'ai un souvenir aussi d'un concert à la Scala de Milan avec Sabine Devielle, la soprano, où on a joué devant une salle vide. Vraiment? À la Scala de Milan, arrivé sur scène, et il n'y avait que mon agent italien qui était installé dans la loge principale, là, au deuxième balcon face à nous. Personne d'autre, mais en direct. C'était un concert télévisé. On a fait beaucoup de choses comme ça. Mm-hmm. C'était très important, avec une intensité certaine, parce que on savait que les gens avaient besoin de ça. Mm-hmm. Et en même temps, on se rendait compte à quel point le public nous manquait. Et moi, je suis un enfant de la balle. Enfant, j'étais sur des scènes, puisque mon père faisait des mises en scène, d'opérettes, ma mère des chorégraphies. Donc, je dansais, je faisais de la figuration. Et c'est la scène. Donc, mais la scène n'est rien sans le public. La scène n'existe pas s'il n'y a pas de public. Donc, c'est ça dont j'ai besoin. L'essentiel de ma vie, c'est ça, beaucoup plus que la musique. Oui. Et là, c'est reparti. Comment ça va là, à Paris? Je veux dire, c'est un peu comme à Montréal, je présume. La vie à Paris? Oui. La vie à Paris, et voilà, tout le monde râle, c'est reparti, les gens ont retrouvé leur vitalité dans leur agressivité. Ben oui. Et c'est reparti. Je sais que les salles de cinéma sont quasi vides. Par contre, les salles de concert ont repris, le public a retrouvé le chemin des théâtres et des salles de concert. Pas totalement. Mm-hmm. Et je sais aussi que les réservations se font plus à la dernière minute. Oui, ça c'est vrai. C'est drôle, ton constat du cinéma, il vient parce que tu les fréquentes? Encore? Pas du tout, mais parce que je le sais et que ça me touche. Je sais qu'un film a beaucoup plus d'impact quand on le voit sur un écran de cinéma plutôt que sur son petit ordinateur portable. Et les cinéastes en sont tristes de voir le public des salles qui s'en va et qui a pris l'habitude, à cause des confinements successifs. Entre autres. Ils ont pris l'habitude de regarder leur écran. Oui, non, c'est vrai. Les gens
pendant la pandémie, ont pris le temps d'avoir des télévisions, d'installer des plus grosses télévisions à la maison pour profiter un peu de... Ça, je sais pas si le retour en salle va un jour se faire. Mais c'est drôle, allons au cinéma un petit peu, parce que là, tu viens de sortir un album, il y a 2 semaines. Tu viens de sortir un disque. Oui. Qui s'appelle Cinéma. Qui s'appelle Cinéma, qui est un hommage plus aux musiciens de cinéma qu'au cinéma en lui-même, qu'il n'a pas besoin de mon hommage, mais les musiciens de cinéma que sont Philippe Sard, Vladimir Cosma, Philippe Rombi, Michel Legrand en France, en Italie Ennio Morricone, Nino Rota, aux États-Unis John Williams. Pardon? Non, mais c'est ce que j'ai trouvé intéressant sur le disque, parce que je l'ai écouté. Et oui, Michel Legrand, écoute, c'est là que tu te rends compte l'ampleur de son catalogue. Il y avait des pièces de Michel Legrand. Je pensais tout connaître de Michel Legrand. Non, il y a plein de trucs que j'avais pas encore entendus. Et d'autres compositeurs, il y a quand même des trouvailles sur cet album-là. Mais ma question, c'était surtout, quand tu fais des projets de disques, c'est toujours avec la même compagnie, c'est ça? Avec la distribution... Oui, c'est Warner Classics et Erato depuis maintenant 11 ans. Et ces projets-là, c'est toi qui les proposes? Oui, okay. C'est moi qui les propose. J'ai la chance d'avoir une maison de disques qui me fait confiance. Mm-hmm. C'est pas toujours évident parce que j'ai des programmes qui ne sont pas toujours vendeurs. Mais le désir là qu'on a au fond du ventre, c'est celui qu'on doit suivre toujours, même si ça va à contre-courant de ce qu'on nous demande ou ce que l'on attend de nous. Alors cet album Cinéma, c'est évidemment plus... ça fait plaisir à une maison de disques, quoi, qui coûtait cher. C'est un enregistrement qui a coûté cher et c'est pas rien aujourd'hui pour une maison de disques classique. Mais je voulais absolument rendre hommage à ces compositeurs. Je veux les remercier. Tu parlais de Michel Legrand. Bon, il n'aura pas entendu ce disque, mais c'était un ami et les dernières années de sa vie. Et j'ai pu le remercier de son vivant. J'ai pu lui dire, écoutez, merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Lui qui a été piétiné toute sa vie par le milieu classique, et c'est encore le cas. Mm-hmm. Et donc, en partie. Et aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants, je pense à Philippe Sard, à Vladimir Cosma, à John Williams, je veux absolument, pendant qu'il est encore temps, leur dire pardon aussi, pardon. Quand j'étais au Conservatoire de Paris, à 14-15 ans, je rentrais chez moi et je m'amusais à des medleys interminables à mon piano parce que je voulais pas travailler. Et je faisais des medleys, entre autres, sur les musiques de John Williams et Michel Legrand, dont je ne parlais pas en classe au conservatoire parce que au mieux on riait, mais puis, au fond on les ignorait, ces compositeurs. Ah oui, on les ignorait. Et donc maintenant ça va mieux, mais depuis une dizaine d'années, Anne-Sophie Mutter a fait un disque consacré à John Williams, Yo-Yo Ma récemment, Renaud Capuçon. Mais on est encore très, très peu nombreux. Et j'entends beaucoup de mes amis musiciens qui me disent « Ah, j'adore ça !» Mais alors, allez-y, jouez-les en concert, faites des disques. Donc, ce disque-là, cet album, il est là aussi pour créer du désir chez les autres musiciens, les autres... interprètes pour qu'à leur tour ils s'emparent de ce répertoire qui est extrêmement large. Donc là c'est un double album mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Je suis content d'entendre ça. Et c'est vrai que si on parle d'un retour en salle par contre, à Montréal on vit ça. Je présume qu'en France aussi, il y a un peu partout dans le monde l'immense popularité d'aller voir un film avec l'orchestre qui est là et qui joue de la musique en direct sur le film. Écoute, c'est hallucinant, là. C'est des salles pleines à Montréal. Les billets partent vite et c'est des billets assez chers, mais les gens veulent sentir cette espèce de vibration réelle. Justement, aller voir Star Wars avec l'orchestre symphonique plein qui fait le thème. Les gens c'est comme si c'était un spectacle de rock. À la fin, les gens hurlent de joie là, d'entendre ça. Donc, il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a quelque chose de... Aujourd'hui, on a les technologies qui nous permettent justement de pouvoir faire ce genre d'expérience. Et je trouve ça cool. Et mais ça me rappelle un peu le même truc dans le temps du cinéma muet avec le pianiste qui était présent et qui improvisait, là, tu sais. Est-ce que tu as déjà fait ça? Est-ce que tu as déjà essayé ça? Étant jeune, j'ai énormément accompagné de films muets, notamment au musée d'Orsay et dans certains, peut-être à l'époque un circuit assez fermé, dans certains festivals de cinéma des années 20. Et c'était une grande école, un peu comme un acteur qui
qui fait ses premières armes dans des petits cabarets, tu vois, avec des gens qui sont à 30 centimètres de ses pieds. Et je jouais dans ces petits lieux. Ce qui m'intéressait, c'était d'être dans le noir. Moi qui allais vers une carrière de musicien qui est au centre de la scène en pleine lumière, travailler avec des acteurs fantômes que sont les acteurs du cinéma muet, c'est aller vers eux. Donc c'est une leçon de musique de chambre, les entourer, ne surtout pas en rajouter, mais ajouter de la nuance, ajouter de la subtilité, oui, mais pas aller trop dans leur sens. Donc je rendais tel ou tel personnage plus ou moins sympathique. Ça, c'était très agréable. Ma musique pouvait faire rire, voire pleurer dans la salle, et je restais dans le noir. Donc c'était un travail de transparence et en même temps d'honnêteté, d'essayer d'être le plus en phase avec le réalisateur, avec l'action et avec les personnages. Ça m'a appris beaucoup. Oui, mais c'est certain. Puis c'est drôle que tu abordes ça un peu comme tu dis, comme la musique de chambre, mais avec du muet dans lequel l'impact émotionnel de ce que tu improvises, du moins de ce que tu joues, a un gros impact. Donc, pour revenir un peu au cinéma, donc ce disque est sorti, et je pense même qu'il va très bien, en tout cas je l'ai vu circuler beaucoup sur un paquet de plateformes. Et évidemment, ça m'a amené à repenser quand tu avais tourné pour le film, justement, Amour, tu sais, de Michael Haneke. Est-ce que tu as d'autres idées? Est-ce que tu aimerais encore faire des projets un peu comme ça, qui te demandent encore ton talent, évidemment, de pianiste, mais dans lequel tu peux justement juxtaposer justement cinéma ou même danse ou des trucs comme ça? Est-ce qu'il y a des trucs multidisciplinaires qui t'intéressent ces temps-ci ou tu es plus concentré sur le piano? C'est la même chose, hein. Simplement, quand on travaille avec un autre artiste qui a une autre manière de s'exprimer, hein, une autre technique, un autre langage, tout simplement, une autre manière d'occuper la scène, Ouais. ben j'ai envie de dire qu'on joue mieux Mozart après, hein. Et c'est pour ça que tout au long de ma vie, mais de manière trop rare à mon sens, j'ai participé à des spectacles avec des acteurs, des chanteurs, cavaliers, tout ce qu'on veut. Là, je prépare une tournée avec Benjamin Millepied, le danseur et chorégraphe, OK. où on va être tous les deux sur scène. Et on le crée aux Nuits de Fourvière à Lyon au mois de juin. Et ensuite, on fait un mois de tournée et on le reprendra aux États-Unis la saison prochaine. OK. Et Benjamin Millepied est à l'âge où un danseur s'apprête à quitter la scène. Donc, ce sera probablement la dernière fois qu'on le verra sur scène, d'autant qu'il a dédié toutes ces dernières années à la chorégraphie. Et c'est aussi un moment pour moi, même si j'ai quelques années de plus que Benjamin, un moment de basculement, puisque j'ai passé la cinquantaine et que chez tout homme, comme chez toute femme aussi, c'est un moment assez particulier dans la vie. C'est aussi le moment de se dire, mais qu'est-ce qui me reste? Quel disque je vais enregistrer? Quelle pièce je vais jouer en concert? Maintenant, le temps se rétrécit, alors on va à l'essentiel. Et puis, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que Benjamin voulait être pianiste quand il était enfant et adolescent. Moi, je voulais être danseur, je faisais de la danse classique. Et comment chacun a croisé ses chemins, comment un pianiste comme Benjamin Millepied a pu occuper tout entièrement la scène, le plateau, et s'échapper du clavier, et comment un pianiste qui aurait voulu être danseur, mais de toute façon, je n'aurais pas pu l'être parce que je n'étais pas assez doué, a vécu sa vie de danseur, mais sur un clavier qui est aussi large, sinon plus, qu'un immense plateau d'opéra. Le clavier, c'est tout un monde. Et voilà, donc nos deux parcours peuvent dialoguer. Alors voilà un travail, une rencontre artistique très intéressante. Et quel sera le répertoire pour l'occasion? Ça dure quoi? On ne sait pas encore complètement. OK. Je vais jouer du Rameau parce qu'on s'est connus sur mon disque Rameau, donc il y a 20 ans maintenant. Et puis, je vais jouer la dernière sonate de Beethoven. Et au milieu, probablement des choses de Bach. Il va y avoir des passages sur le silence aussi. Et puisqu'il joue du piano, moi je lui ai dit, écoute, viens jouer à quatre mains avec moi. Oui. Et il m'a dit oui à partir du moment où tu fais un pas de deux avec moi. Alors là, je me suis dit, j'aurais dû fermer ma bouche. Donc on va voir. Donc tu vas danser.
Ah, c'est bien. Peut-être, enfin, avec la maladresse d'un corps raide, et ça peut être très intéressant. En tout cas, vu par un grand chorégraphe comme Benjamin Millepied, je pense qu'il peut en faire quelque chose de ce corps raide. De ce corps raide. C'est comme ça que Oui, tu... par rapport à un Oui. danseur, vous regardez à la fin d'un ballet, s'il y a un pianiste ou s'il y a un metteur en scène, s'il y a un chef d'orchestre venant saluer sur scène, c'est toujours une énorme tâche, c'est presque Ben un oui. clown par rapport au danseur. Tu parlais de la cinquantaine qui était un moment important. Puis souvent, il y en a plein qui parlent justement de la crise, de la cinquantaine. Souvent, les gens parlent de ce changement-là en termes de crise. Mais toi, tu n'as pas l'air trop dans cette image-là qu'on entend souvent. C'est une crise. C'est une crise parce que d'abord le corps lâche, c'est assez fulgurant. Le désir ne part pas. J'ai toujours une envie profonde d'aller vers les auditeurs, vers les spectateurs. Toujours cette envie d'être utile, de faire un lien entre les compositeurs et les oreilles des auditeurs. Être ce lien par le disque ou par le concert, voire par l'écrit. Et puis aussi d'être utile dans le sens où un musicien peut faire oublier les soucis des gens, même parfois quelques minutes. Hein. Encore une fois, à travers un disque ou un concert. Un concert, ça dure quoi? 1h30, 2 heures. Si une personne sur 2000 a oublié ses soucis pendant 5 minutes, ben moi, je suis très content. Mais oui. Ça me suffit, ma vie suffit. Je suis là pour ça, voilà, comme une petite pommade, là pour apaiser les problèmes des gens. Donc ça, ce désir-là est toujours puissant. Mais à côté de ça, il y a la fatigue, la colère. La colère face colère. au désarroi du monde, aux guerres, au traumatisme, les amis qui vont mal, les amis qui se rétrécissent, qui n'arrivent pas à s'épanouir. Moi, ça me rend malade. Je ne sais pas pour toi, mais Oui. mes amis, je suis très lié à l'amitié, très, je suis très sensible à l'amitié. Et les amis qui vont mal, ça me rend malade. Un ami qui est malade, je suis malade. Un ami qui va bien, je vais 10 fois mieux. Ouais, non, je comprends. Non, et donc ça, ça a de plus en plus d'impact sur moi. Et puis, voir les gens partir, voir les gens qu'on aime malades ou partir de ce monde, ouais, et en voir de plus en plus. Ouais, ça c'est difficile. C'est pas facile, il faut s'adapter. Mais il y a de grandes beautés, de belles surprises quand on a plus de 50 ans. Par exemple, se délester de plein de choses que l'on trouve désormais inutiles. Aller à l'essentiel, savoir ce qui est juste, ce qui est important. Mais ça, j'aime ça, ton voir truc les amis, les yeux dans les yeux. Oui, c'est ça. Puis l'essentiel, ça, j'aime bien ça. Est-ce que tu disais maintenant que le temps tout ça se rétrécit, ben tu dois décider un peu les prochains enregistrements, qu'est-ce que tu veux faire. Donc, est-ce que tu t'es fait une espèce de liste, justement, que je dois absolument explorer tel compositeur, telle compositrice, ou c'est un peu encore imprécis, ou... C'est en même temps très précis, en même temps imprécis parce que la vie amène son lot de surprises et que de toute manière, on ne fait jamais exactement ce que l'on a décidé de faire quelques années auparavant. Précis parce que en termes de liste, cette liste, elle a commencé à 13-14 ans, où je me voyais plutôt pianiste de studio, pianiste de disque, plutôt que pianiste de concert, puisqu'encore une fois, j'étais paresseux. Mais pianiste de disque, j'adorais, à l'époque, c'était les 33 tours. Et donc, je préparais déjà à 14 ans, je faisais des dessins, des fausses pochettes de disques avec les programmes. Donc, cette liste, elle a bougé, évidemment, depuis. Mais ma discographie puise quand même son inspiration, sa base dans mon adolescence. Et puis, voilà, et puis on a de nouveaux désirs. Mais tout ça, ça se peaufine avec le temps. Mais les disques que j'enregistre et le répertoire que je joue en concert, il est maturé dans la tête depuis des années. Je pose cette question-là souvent à des gens et je suis curieux. Et peut-être que tu vas pas aimer ma question, mais c'est pas grave. Ta discographie, en ce moment, au terme où est-ce qu'elle est rendue, est-ce qu'il y a un disque parmi tout le tas que tu te dis... Si on avait à se souvenir de moi un jour quand que j'aurais basculé dans un autre monde, je voudrais que ça soit ce disque-là que les gens écoutent. Pour vraiment entendre l'essentiel
ou entendre justement ma personnalité? Est-ce que tu en as un? Alors, non, c'est-à-dire que je ne fais pas des disques pour la postérité. Non, 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 Pour pas non, qu'on se non, 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 rappelle de non. moi. Donc, je me pose pas la question en ces termes. C'est juste, je suis un passeur. Donc, qu'on se souvienne ou pas de moi, de mon nom, ça m'est égal. Par contre, les disques, ils appartiennent au public et le public en fait ce qu'il veut. Mhm. Il le jette à la poubelle ou il l'écoute, il traverse les siècles ou il ne traverse pas plus d'une semaine. Par contre, quand un triple album avec des extraits de tous mes disques est sorti il y a 2 ans, j'ai proposé à mon label de faire le choix moi-même. Donc j'ai réécouté tous mes disques, puisque j'avais le droit aussi de mettre quelques disques d'autres labels. J'ai écouté pour la première fois de ma vie, et certainement la dernière, j'ai écouté tous mes disques, j'avais le temps, c'était pendant le confinement, du premier, bien maladroit, parce qu'un disque, c'est toujours, le premier disque d'un artiste, c'est toujours maladroit, jusqu'au dernier. Et donc, je les ai écoutés pour la première fois avec bienveillance, comme un grand frère écoute son petit frère. Et puis, alors, s'il y avait un disque, ce serait justement celui d'après, c'est-à-dire le Schubert, qui est sorti l'année dernière, que je trouve peut-être le plus abouti, mais c'est très difficile d'avoir un avis sur ses propres disques. Un disque, c'est l'histoire de quelques jours. C'est l'instantané, une photo instantanée comme ça de quelques jours de notre vie. Et puis après, dès qu'on sort, et tu sais très bien ce que je dis là, puisque tu es interprète toi-même, dès qu'on sort d'un studio, ben, on est déjà quelqu'un d'autre et on va interpréter d'une autre manière la musique qu'on vient d'enregistrer. Donc je dirais le Schubert. Et peut-être un deuxième, il doit avoir 6 ou 7 ans, qui s'appelait Autographe, qui était un disque de bis. Et un disque de bis, ça revient un peu à la mode de faire des disques de bis. Mais c'était surtout dans les années 60 et 70, tous les pianistes faisaient un disque de bis à un moment dans leur carrière. Et ce disque-là, ce disque Autographe, c'était leur rendre hommage à cet exercice. Pas si simple que ça, parce qu'il faut arriver avec plein de compositeurs différents à trouver un axe, une direction d'écoute, une architecture. Et puis, je pense qu'un disque de bis, c'est un autoportrait. Oui. Donc, je dirais... Et puis, c'est un disque que je conseille quand les gens me disent « Écoutez, Monsieur Tarot, je ne connais rien à la musique classique. Quel disque de vous je pourrais écouter ?» Je leur dis « Écoutez celui-là, Autographe, parce que vous allez avoir un panel très large de compositeurs et de pièces. Puis, vous allez peut-être picorer là-dedans et aller vers ces compositeurs. » OK. Mais ça, c'est une bonne... Oui, c'est un bon indice, puis c'est une bonne façon justement de découvrir, et c'est varié. La variété, c'est toujours bon, mais écoute, réécouter tous tes disques. Est-ce qu'il y a des moments que tu grinçais des dents des fois? Tu faisais, je fais plus ça maintenant, en écoutant certaines interprétations de toi-même? C'est comme écouter des photos anciennes. Le temps est passé, la photo a jauni un petit peu. Je ne sais pas, j'ai une discographie qui est... Moi, je n'aime aucun de mes disques. Attention, je n'ai peut-être pas dit ça dès le départ, mais quand un disque sort, je ne le réécoute plus du tout. Je l'écoute 1000 fois tant qu'il s'agit du montage. Mais une fois que je l'ai physiquement dans les mains, je ne l'écoute plus du tout. C'est pour ça que c'était un truc vraiment assez inouï de réécouter tout ça avec plus de recul que j'en aurais eu il y a 10 ou 15 ans. Donc, je ne suis pas fier de mes disques. Je ne suis pas fier de mes disques. Certains sont très mauvais, à mon sens. Mais après le temps, tu sais... Regarde, je ne sais pas, à Montréal, une nouvelle tour va se construire, puisqu'on construit beaucoup de tours à Montréal. Oui. Une tour se construit. Tout le monde la trouve laide. Bon, dans 20 ans, on va la trouver encore plus laide, parce que ce n'est pas une bonne période. 20-30 ans après la construction. La construction, merci, d'un immeuble, ce n'est pas terrible. Mais dans 50 ans, et dans un siècle, Aujourd'hui, en France, les bâtiments qu'on trouvait très laids, c'est-à-dire ceux des années 50 et 60, ceux qui sont arrivés 10 et 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, puis on commence à les trouver sublimes. Et c'est vrai qu'ils deviennent sublimes. Je ne dis pas que mes disques seront sublimes un jour, mais il faut laisser le temps faire les choses. Oui, non, faut pas absolument. être trop attaché à ce que l'on a laissé, ce que l'on a écrit, ce que l'on a gravé. Parce que les oreilles du futur ne seront pas comme celles que l'on a maintenant. Non. Tes enfants, tes arrière-petits-enfants auront des oreilles certainement plus grandes. Leur rapport, parce que leurs corps seront plus grands, et ils vivront plus longtemps. Et puis leur rapport au bruit, leur rapport à la musique, leur rapport au monde qui les entoure sera totalement différent de ce que l'on ressent aujourd'hui.
Et, écoute, tu mentionnais Montréal, que tu étais au courant des bâtiments pas très jolis qui sont en construction. Quand même, c'est légèrement important de mentionner ton lien avec Montréal. Tu as quand même un grand attachement à cette ville. Et là, ça fait maintenant 2 ans que tu n'es pas venu ici. 3 ans. 3 ans. Ça me manque. Si quand cette interview sera terminée, je bifurquerai mon écran pour te montrer le petit. Tu peux peut-être le voir d'ici, le petit. Non. Non, je vois pas. Le petit drapeau québécois qui est toujours chez moi. Toujours. C'est symbolique, mais le Québec. Puis j'ai un studio au-dessus de mon appartement où beaucoup d'amis québécois viennent. C'est un studio qui est ouvert à tous mes amis. Et beaucoup de Québécois passent ici. Donc le Québec, je ne peux même pas dire qu'il n'est pas loin d'ici, il est présent, il est là avec moi. Et puis c'est aussi parce que ma première histoire d'amour, donc la plus belle, s'est créée à Montréal, près du Carré Saint-Louis, parce que j'étais au Québec à 17 ans et que ça a été pour moi une source de bonheur inouï, qu'à chaque fois que je retourne au Québec, dès que je pose le pied sur le tarmac de l'aéroport, je ressens quelque chose qu'il est très difficile d'exprimer avec des mots. En tout cas, une liberté, une folle liberté. Aussi, je dirais, la fidélité de mes amis québécois, du public québécois, de gens connus ou juste de vendeurs dans un dépanneur au coin de la rue que j'ai plaisir à retrouver. À l'opposé de ce que je vis à Paris, une proximité simple avec les gens, une possibilité de parler avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. Voilà, tout concorde que je sois toujours propre et jusqu'au dernier jour de ma vie, toujours, j'ai dit propre, pardon, je ne sais pas si c'est un lapsus, proche et jusqu'au dernier jour de ma vie du Québec et des Québécois. Ah, c'est cool ça. Il y a un truc que je veux qu'on parle un peu, c'est l'écriture. Parce que dernièrement, il y a pas si longtemps, j'ai vu que tu étais rendu maintenant chroniqueur pour la revue Pianiste. Oui. J'ai vu passer ça. Oui. J'étais assez surpris. Et tu es allé avec un constat sur, justement, tu as écrit sur un bilan sur le carbone pour un soliste, les émissions de serre de CO2 qui grimpent vite avec tous les voyagements, tout ça. Et c'est un article super intéressant, l'empreinte carbone du soliste. Ça s'appelle cet article. Donc, l'écriture, ça continue parce qu'il y a ce livre que j'ai beaucoup aimé, Montrez-moi vos mains. Et ces chroniques, est-ce que tu continues toujours? Finalement, tu as toujours un petit carnet, un petit truc que tu gardes proche de toi et t'écris je sais pas, tout ce qui te passe en tête ou c'est oui. Plus à coup de commandes ici et là que tu produis? Là, j'écris un livre, mais depuis des années, et que j'imagine sortir dans le cours de l'année prochaine. OK. Qui est un retour en arrière de ma naissance jusqu'à 28 ans. Une autobiographie, mais plus intime qu'une autobiographie de pianiste. Mais j'écris très lentement, donc je ne suis pas obligé d'écrire. Un musicien n'est pas obligé de sortir des livres tous les ans. Mais c'est un plaisir, c'est aller aussi à la rencontre de soi-même, d'une autre manière qu'à travers la musique. Et c'est un conseil que je donne d'ailleurs à tous les gens qui ont... Beaucoup de gens disent « Moi, j'aimerais écrire, j'ai envie, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas. » Alors je leur dis « Mais commencez, écrivez un petit texte d'une page et faites-le lire à un ami. Vous corrige un petit peu et ça va tout de suite vous donner envie de poursuivre. » Je pense que chaque personne sur cette terre a des livres merveilleux en soi. Il faut simplement avoir le déclic pour écrire, mais les vies sont passionnantes. Oui. Les vies de chaque vie est absolument passionnante. C'est incroyable comme quand les gens se sentent en sécurité face à vous, ils commencent à vous parler de leur vie, de leur parcours, de leurs proches, de ce qu'ils ressentent. Et c'est toujours passionnant. Donc écrivons. Écrivons, oui. Est-ce que tu es un grand lecteur aussi? Alors, j'ai été un grand lecteur et je lis de moins en moins à cause de l'iPhone, à cause du téléphone, des écrans qui comme beaucoup de gens, me privent de ce plaisir, qui est une véritable addiction. Mais oui, tu es très écran, pourtant dans ma tête, tu as toujours été... Je veux dire, ces écrans-là sont présents, mais j'ai toujours pensé que c'était pas trop dans ta vie. Surtout les réseaux sociaux. C'est revenu?
Oui, ça l'est devenu. Et c'est peut-être plus difficile pour moi, quelqu'un de 30 ans, parce que je ne suis pas né avec des écrans d'ordinateur. Je ne suis Mhm. pas né avec un téléphone portable dans la main. Donc, ce n'est pas mon monde. Ouais. Et je pense que toutes les personnes de plus, on va dire, allez, de plus de 40 ans pourront dire la même chose. C'est pas notre monde. On Non. n'a pas, on n'est pas, ce n'est pas un organe supplémentaire que l'on nous a mis dans les mains dès l'âge de 5 ans, dès nos premières années à l'école. Donc, je ne suis pas à l'aise avec ce matériau-là, et pourtant, je ne peux pas m'en passer. Comme bien des gens, on pourrait dire ainsi. Euh, je voulais parler d'un truc amusant. Tu as fait partie d'un débat à l'université la semaine dernière. Parce que tu sais, moi, je suis chargé de cours dans 2 universités à Montréal et il y a comme les gens commencent à faire une restructuration un peu des prérequis pour les examens en musique. Et là, il y avait tout le sujet de la mémorisation qui est arrivé. Parce que maintenant, les jeunes, ça fait longtemps que les règlements sont attribués, mais on veut que toute pièce qui est soliste, solo, concerto, soit par cœur. La seule chose qu'ils ont le droit d'avoir leur partition, c'est de la sonate, qu'ils considèrent comme étant de la musique de chambre, et pour cette raison, ils ont le droit d'avoir leur musique. Et là, il y a certains professeurs qui croient qu'on devrait arrêter ce truc de mémorisation et d'autres croient qu'on devrait persister et signer. Et tu as été cité, donc j'ai trouvé ça assez intéressant dans la rencontre. Et j'aurais aimé ça parler parce que tu en mentionnes un peu aussi dans ton livre de Montrez-moi vos mains. Mais on n'en a jamais vraiment discuté, toi et moi, de cette situation-là. T'sais. Du fait que tu utilises des partitions, est-ce que tu as eu tant de reproches, toi, dans la vie avec ça, par des gens? Non, Jamais. non, mais au conservatoire, on m'a appris, bien sûr, à jouer toujours par cœur. Les concours internationaux, je devais jouer par cœur. Ensuite, mes premiers concerts pendant des années. Et puis, un jour, j'avais vraiment de gros problèmes de mémoire. Ça a commencé à 11 ans, je faisais une émission de télévision et je jouais un concerto de Jean Français pour piano et orchestre. Ouf. 11 ans. Et puis, je commence à jouer et j'ai un trou de mémoire. Alors, on recommence. J'étais terrorisé. C'est un vrai traumatisme. Oui. Parce que j'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Mais en fait, il ne se passait rien. Simplement, on ne m'avait pas dit qu'il était possible d'avoir un trou de mémoire. On reprend. Je m'arrête encore, donc on reprend. Et puis, avec un orchestre français, je devais avoir 25, 26 ans. Je me suis arrêté là, en public, dans le concerto de Grieg, que j'ai mis des années à reprendre d'ailleurs, tellement il me faisait peur. Et mes ennuis de mémoire ont pris une telle ampleur que j'avais trop peur. Je vomissais avant de rentrer en scène. Et un jour, je me suis retrouvé au Teatro Colón à Buenos Aires. Et je n'ai pas vomi, mais je pleurais. Je pleurais l'après-midi du concert. Je me suis dit, je ne veux pas de cette vie-là, j'arrête. Donc j'ai donné mon concert. Je n'ai pas eu de trou de mémoire, mais j'ai donné mon concert, la peur au ventre, alors que le public est tellement extraordinaire à Buenos Aires, que ce théâtre est plein de fantômes bienveillants. Ça respire le vieux bois, le velours, tout ce que j'aime dans un théâtre. Tout était là pour que le concert se passe bien. Je suis rentré à mon hôtel qui jouxtait le théâtre en larmes. Et je suis rentré dans l'avion, j'avais vraiment décidé d'arrêter. Wow. D'arrêter totalement les concerts. Puis à Paris, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, mais après tout, je vais jouer avec partition. J'ai mis quelques mois avant de me sentir à l'aise sur scène avec partition et avec des tourneurs de pages. Ah oui, puis, c'est très vrai. vite, je me suis rendu compte que non seulement ça ne gênait pas le public, au contraire, ça donne une place au texte. Donc le compositeur je dirais qu'il a une place concrète sur la scène, un peu comme un acteur. En France, on a cet acteur Fabrice Lucchini qui lit des textes comme ça, de La Fontaine, de plein de Céline, de beaucoup d'auteurs français, avec son livre entre les mains, et c'est très beau. Donc j'ai continué, et j'ai redécouvert ma liberté d'être sur scène. Et alors là, j'ai eu un tel bonheur de donner des concerts, de retrouver cette liberté que j'avais avant de rentrer au Conservatoire national, donc vers 12-13 ans, quand j'étais tout à fait heureux. Et je ne savais pas ce que c'était que le trac à cette époque. Et donc j'ai retrouvé ça. Pas de ne pas avoir le trac, parce que le trac
essentiel pour entrer sur scène. Ça veut dire qu'il y a du danger, donc mieux vaut avoir le trac. Mais la peur qui vous paralyse, ça, je n'ai plus. Parce que le texte est avec moi. Alors, je le regarde sans le regarder. C'est une forme de ceinture de sécurité qui est là. Et depuis, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, donc c'était maintenant il y a, je sais pas, 26 ans, quelque chose comme ça, à l'époque, ça ne se faisait pas, c'était mal vu, mais je n'en avais rien à faire. De toute façon, je n'avais pas le choix. Et puis, beaucoup de pianistes ont emboîté le pas. Donc, je suis heureux d'avoir pu peut-être ouvrir un verrou. Ouais, oui, Il y en vraiment. avait d'autres. Richter jouait avec partition, mais bon, c'était Richter, une sorte de dieu vivant à qui on pardonnait tout, comme s'il fallait pardonner de jouer avec partition. Et j'ai continué. Aujourd'hui, je vois beaucoup de pianistes qui jouent avec partition, pas des moindres. Je pense à Pogorelic, Nicolas Angelic, dans toutes les dernières années de sa vie, il joue avec partition, et bien d'autres. Et tant mieux, l'important, c'est la musique. Hein. N'oublions pas que l'important, c'est la musique. Absolument. Absolument. Et est-ce que, là, tu parlais de la vie de tourneur de page, qu'il fallait s'habituer d'avoir quelqu'un à côté de nous. Est-ce que maintenant, tu joues avec une tablette puis avec une pédale? Oui, souvent. Mais encore une fois, ma génération n'est pas une génération de Bluetooth et d'écran électronique. Ouais. Et j'ai toujours l'impression, je culpabilise. Pour moi, mettre un objet électronique sur mon piano en bois, en fer, en ivoire de synthèse, en feutre, ce n'est pas, ça ne va pas ensemble. Ah Je vais ouais, m'y habituer, mais pour l'instant, c'est quelque chose que je n'aime pas. Et puis, c'est aussi une lumière grise qui se reflète sur mon visage qui est déjà bien blanc. Et donc, les gens doivent se dire que je suis à l'article de la mort. Mais bon, c'est vrai que c'est bien pratique. On va dire que c'est bien pratique et oui. ça évite en tournée d'avoir 3 kilos de partition dans sa valise. Ah oui, ou de froisser justement ces partitions-là qui souvent nous est chères. Nous, avec la pandémie, on s'est lancé avec le quatuor à cordes. On a les quatre pédales, 4 écrans. Et là, ça a transformé notre vie, là, parce qu'on faisait toujours des montages. Souvent, on se fait donner des partitions complètes avec les 4 lignes. Puis là, il fallait faire des montages au ciseau, tout ça, puis ça donnait des résultats. Honnêtement, je n'ai jamais été très doué. Bien ça. Ah non, je ne suis pas doué en bricolage. Alors là, maintenant, c'est... Mais alors vous, quand vous jouez, vous êtes face au public. Donc le public ne voit pas, sauf s'il y a des personnes derrière la scène, ne voit pas votre écran. Alors que nous, on est de profil et donc il y a la moitié de la salle qui a les yeux sur cet écran. Et lumineux. Et je trouve que c'est presque mettre une télévision sur scène. Et c'est quelque chose qui m'est désagréable pour l'instant, mais je pense aussi... Donc, je vais changer, mais les écrans vont changer aussi. Je suis persuadé que sont à l'étude en ce moment beaucoup d'écrans nouveaux qui ne reflètent pas de lumière, un peu comme les tablettes sur lesquelles on écrit. Oui. Et peut-être double écran. Il existe d'ailleurs un double écran japonais que j'ai acheté. Un double écran? OK. Oui, comme un livre. Comme un livre. OK, wow. OK. Mais ça ne marche pas encore. C'est pas assez rapide. La pédale ne permet pas de faire changer la page aussi vite que sur un iPad. Mais non, je comprends. Est-ce que tu reprends la route bientôt? Est-ce qu'il y a des projets de tournée qui sont annoncés? Oui, écoute, là j'étais à Bourgoin-Jallieu, qui est une charmante ville près de Lyon, où j'ai joué hier. Et puis je pars à Bordeaux après-demain. Mercredi, je joue au Théâtre des Champs-Élysées, qui est un théâtre pour les gens qui nous écoutent et qui ont visité Paris. Peut-être ils le connaissent. C'est probablement le plus beau théâtre de Paris. Enfin, c'est difficile de dire ça parce que je suis très attaché à l'Opéra de Paris, mais qui n'est pas une salle de concert. Alors que ce qui est vraiment fascinant avec l'Orchestre des Champs-Élysées, d'abord, c'est son histoire, mais c'est aussi un théâtre qui est en même temps une salle de concert, qui sonne très bien pour le concert, mais qui donne de l'opéra. Il y a des ballets qui sont programmés dans ce théâtre. C'est un théâtre qui a une histoire savoureuse, où dans les années 20, Joséphine Baker a joué là, Jean Vienner, les plus grandes, tellement de créations ont eu lieu dans ces murs, c'est incroyable. Et puis c'est un théâtre qui est tout en courbe. Okay. Quand on regarde la salle, il n'y a pas un angle droit, tout est en courbe. Donc tout vous enveloppe. Et aussi c'est un grand théâtre, très grand, c'est comme un opéra, mais de la scène, on a l'impression que c'est un petit salon. Et on peut y créer une atmosphère d'ailleurs assez intime. Donc c'est un théâtre que j'aime et où je jouerai mercredi justement ce programme cinéma avec orchestre. Wow, OK. Où on fait une tournée ensemble et c'est un bonheur de voir le public se lever de son siège, applaudir, rire. Quand on joue une sonate de Mozart, c'est mauvais signe si le public rit dans la salle. Mais là, avec du Vladimir Cosma et du Nino Rota, les gens vraiment... se libèrent et se sentent autorisés à s'exprimer
Oui, dans la salle. et dans ces concerts-là, il y a pas d'autres écrans qui mettent des images, c'est vraiment purement la musique. Non, non. OK. Et je crois que ces musiques, surtout quand on joue ces pièces courtes, hein, c'est Ben un oui. agencement comme ça de pièces qui font entre 3 et 5 minutes, comme un récital de chant, de chansons. C'est avec des tubes, des choses connues, mais aussi des découvertes pour certains spectateurs. Eh bien, ces musiques se suffisent à elles-mêmes. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que des musiques de Philippe Sard, d'Ennio Morricone, on les joue en concert et, et elles tiennent vraiment la route. Ben oui. Et alors, on crée nos images intérieures. Parce que souvent, on ne se souvient plus du film, on ne se souvient plus de telle scène ou des acteurs, de l'atmosphère, mais viennent en nous se court-circuiter beaucoup d'émotions Ah non, qui viennent non seulement du moment où on a vu le film la première fois, donc à une époque, puis après on l'a peut-être vu plusieurs fois, ce film, avec qui on était. Mais ça nous ramène aussi à l'acteur, à l'actrice, à l'atmosphère du film, au réalisateur. Donc c'est une émotion qui est encore plus difficile à, à observer, à comprendre que celle qu'on a quand on écoute un opéra de Wagner. Parce que un opéra de Wagner, on ne sait pas d'où vient notre émotion. Par contre, une musique de film, on croit savoir. Parce oui. qu'on la rattache à ce film-là. Eh bien non, c'est plus complexe que ça. Et ça fait une sorte d'explosion d'émotions qui, dans une salle de concert, explose avec les autres explosions Ah oui. d'émotions des autres personnes qui sont là. Donc c'est très très beau, c'est vraiment très très beau à observer de la scène. Ah, c'est beau ce que tu dis. Puis c'est vrai, concernant Wagner, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se passe. Dès que ça commence, c'est tout un mystère qui s'installe. Et c'est quand ta prochaine visite à Montréal? Alors je viens début avril à la Ah, salle Bourgie et je reviens euh, tout début juin. Voilà. Et je viendrai au Domaine Forget au mois d'août. ah, Donc ça me console un peu de ne pas être venu au Québec pendant 3 ans. C'est un ah grand oui. vide. Mais c'est ça la vie aussi, hein. C'est fait de tunnels et ces tunnels sombres, ils sont là pour mettre en valeur les autres périodes. Ils sont là aussi pour nous faire se poser des questions, euh, se connecter d'une autre manière au monde et aux gens qu'on aime. Ben oui. C'était pas si mal cette période. Non, c'était pas si mal. Puis je suis certain qu'avec un certain recul, on va peut-être s'ennuyer un peu de cette période-là. Déjà Ouais, maintenant, oui. oui, déjà. J'y pense souvent. J'y pense souvent. Écoute, c'est l'heure de J'imagine. la prescription. Alors, cher Alexandre, c'est l'heure de tes suggestions que je t'avais demandé une petite courte liste de trucs que tu... Est-ce que ça peut être des choses qui sont sorties il y a longtemps Ah ou oui, oui, ah oui, uniquement écoute, des on a choses... le droit d'aller dans toutes les Alors, directions. j'ai fait une petite pile, comme une pile de Noël. Wow, Si c'est une prescription, la première, c'est celle-ci, OK. qui est la nouvelle intégrale Barbara. Euh, Wow, c'est un joli voilà, coffret, avec ça. 29 compact disques, Wow. avec des inédits, parce qu'on trouve toujours des inédits. Je pense que dans 50 ans, on trouvera encore des inédits de Barbara, de Brel ou de Léo Ferré. Euh, et c'est une très très belle réalisation. Il y a aussi un volume, un CD très intéressant avec des raretés, des choses qui avaient été enregistrées pendant certains de ses concerts au Châtelet ou à Mogador. Je suis un véritable fan malade de Barbara, qui Ben est pour oui. moi toujours maintenant une leçon de vie et une leçon d'artiste. Euh, elle a, comment dire, elle a, en 2 phrases, c'est une artiste d'abord qui a parlé de sa vie, uniquement de ce qu'elle a ressenti et de ce qu'elle a vécu. Dans Mhm. tout son répertoire, c'est quand même quelque chose d'unique. Toutes ses chansons, les chansons qu'elle a écrites elle-même, c'est sur sa vie. Et puis, c'est une femme qui a traversé les pires choses, qui a subi l'inceste, la Deuxième Guerre mondiale, elle était juive, donc elle a dû se cacher. C'est une enfance extrêmement dure et elle a pu survivre
s'extraire de cette vie atroce grâce au public, grâce à la chanson, grâce à la scène, à l'écriture, mais surtout grâce à nous, son public. Elle est passée souvent à Montréal d'ailleurs. Oui. Et, euh, et donc c'est une chanteuse, une artiste qui m'inspire toujours. Elle est morte il y a exactement 25 ans, c'était le 24 novembre 1997, donc il y a 2 jours exactement, c'est 25 ans. Elle manque beaucoup et je crois qu'elle a encore beaucoup à dire. Je vois des jeunes, des adolescents qui sont fous de Barbara, comme quoi elle est encore là pour accompagner. Je disais tout à l'heure qu'un artiste est là pour, comme une petite pommade, ben, elle est là aussi, encore maintenant, à travers son départ, mais elle est encore là. Euh, Tu sais, peut-être qu'elle était médium, c'est-à-dire qu'elle prenait la main de quelqu'un et elle lui disait, fallait surtout pas mentir à Barbara. Elle savait tout de tout le monde. Eh bien, j'ai l'impression qu'elle est toujours médium à travers la mort, qu'elle est toujours là pour nous parler, pour nous comprendre et pour nous montrer la voie. C'est drôle que... Donc ça, c'est vraiment une artiste à suivre. Je dis ça comme si c'était une débutante. Mais c'est drôle que tu dises le truc de médium. Moi, j'ai entendu toutes sortes d'histoires concernant elle. Et c'est une espèce de pouvoir un peu ésotérique sur les gens qui travaillaient de proche avec elle et qui encore aujourd'hui disent qu'elle est présente et tout ça. Et c'est fou, là. C'est une espèce de Elle est très mythe. présente, elle est très très présente. Ouais. Et ce soir, d'ailleurs, après notre interview, je vais pas très loin de chez moi, sur l'île Saint-Louis, à la réunion annuelle de l'association Barbara Perlin-Pimpin, dont je fais partie, où je vais retrouver ses proches, sa famille, sa costumière, ses musiciens, les gens qui sont là, sont une sorte de premier cercle dont je ne fais pas vraiment partie parce que je ne l'ai pas connue, Barbara. Même si je la voyais à la fin de ses concerts, elle m'a offert une rose un jour que j'ai gardée pendant des années. C'est pas dire un peu ridicule. Mais, euh, mais je fais tout de même partie de cette association sans l'avoir connue Cool. personnellement. Et, euh, et ça me fait très plaisir de revoir ces gens, de les interviewer à mon tour. Tu vois, c'est Ben moi qui ouais. vais devenir ce soir intervieweur, de leur poser de manière insatiable des questions sur sa vie, sur ce qu'elle disait, comment elle vivait. Et voilà, c'est un travail sans fin. Alors Ben ça, c'est ouais. mon Cool. ma première suggestion. La Parfait. deuxième, c'est ça. OK. C'est un livre Back. sur les suites de Bach OK. par Jean-Guyen Queyras, qui est pour moi le plus grand violoncelliste français de notre temps et l'un des plus grands au monde. Ça s'appelle Bach, les suites en partage, conversation avec Emmanuel Rebel. C'est aux éditions Première Loge, qui fait un très très beau travail de livre de musiciens. Et Jean-Guyen Queyras, qui s'apprête à enregistrer pour la deuxième fois les suites de Bach, c'est vraiment un interprète de Bach inouï et avec un style très affiné et en même temps une hauteur de vue qu'on a rarement aujourd'hui. Et il parle de ces suites de Bach avec beaucoup d'élégance, d'humour aussi. Et voilà, c'est un livre que je recommande aux gens parce que on croit souvent qu'un livre sous forme d'interview est rébarbatif. Pas Ouais. celui-là. On croit souvent que le livre d'un musicien est ennuyeux. Pas celui-là. On pense souvent que un livre sur une seule œuvre peut être, enfin, au bout de 2 chapitres, il peut tourner en rond. Pas celui-là. OK. C'est extraordinaire comme on peut vivre toute une vie avec une seule œuvre. Et c'est vraiment l'axe essentiel de la vie de Jean Guillen, ces suites de Bach, comme beaucoup de musiciens. Mhm. Donc c'est un livre que je vous recommande aussi. Excellent. Wow. OK. Et ça, ça fait pas longtemps que c'est sorti, hein? C'est sorti la semaine dernière Ah, en OK. France, donc C'est... je pense qu'il doit être disponible Oui, oui, déjà oui. au Québec. Belle nouveauté. Alors la troisième, c'est un enregistrement Oui. qui m'est venu en tête, là, c'est celui-ci. Voilà. Euh, OK. Maxime Bernard est un pianiste, un excellent musicien, un pianiste québécois que tu dois connaître, Oui, j'imagine, absolument. et qui a mis des années à faire ce disque, un hommage à Horowitz. Alors, cet hommage à Horowitz reprend le, le, le programme exact d'Horowitz quand il est retourné dans les années 80 à Moscou. C'était un moment absolument fou pour le public moscovite de voir Horowitz qui n'avait pas mis les pieds dans sa terre natale pendant très très longtemps. Et, euh, et donc, Maxime Bernard a voulu rendre hommage à ce moment-là, ce moment précis. Et je trouve ça très original, en même temps très ambitieux, parce que reprendre le programme d'un d'un des plus grands pianistes de l'histoire
un grand virtuose qui avait une manière unique de jouer, eh bien, il faut le faire. Et il le fait de manière magistrale. Je trouve que c'est un pianiste qui a un son très chaleureux, un style assez incroyable, comme un pianiste des années 60. Ouais. C'est pas pour rien qu'il a étudié avec Presley. Et, et puis, il a ce son qui est assez rare, un son large, qui parle beaucoup, mais qui n'est jamais dur, qui est un son qui peut remplir de grandes salles, mais sans jamais appuyer, sans jamais nous terrifier. Donc Avez-vous c'est en déjà... même temps un virtuose et en même temps quelqu'un qui ne montre pas la virtuosité. Wow. Est-ce que vous connaissez les deux? Oui, on se connaît bien et moi je suis l'ambassadeur des musiciens à Paris. Mais ouais. Je n'arrête pas de parler du Québec et donc évidemment de la culture québécoise et de celle que je connais le mieux, c'est-à-dire les musiciens, les interprètes classiques d'aujourd'hui, Mais oui. qui sont assez nombreux. S'ils ont besoin de moi, mais ils n'ont pas forcément besoin de moi évidemment, et s'ils ont besoin de moi pour un logement par exemple, ou pour que je les mette en contact avec des gens, je ne sais pas, le milieu de la musique à Ben Paris, ouais. qui est un milieu pas facile à aborder, eh bien, dès que je le peux, si je le peux, je réponds présent. Ouais, c'est très apprécié, vraiment. Écoute, c'est 3 magnifiques suggestions. Vraiment, merci. T'en avais une 4e ou pas? Qu'est-ce Non. que j'avais préparé? Je t'avais dit 3 Non, ou ça 4. va. Ça C'est va. bon? Restons sur ces Restons. parce que ce sont aussi, je ne sais pas quand passera notre conversation. Dans quelques semaines. Ouais. Eh bien voilà, ça peut être une belle, des beaux cadeaux de Noël. Exact. Ou des beaux cadeaux, si ça passe après Noël, c'est pour les gens qui ne sont pas contents de leur cadeau de Noël et qui ont envie d'autre chose, eh bien ils vont aller au magasin ou sur Internet s'acheter ce disque de Maxime Bernard ou cette intégrale Barbara ou ce livre de Jean-Guy Queyras. Ah, c'est super. Hey, Alexandre, merci. C'était tellement le fun de te voir. Ça fait longtemps, j'en reviens pas. Moi aussi. On avait plein de choses à se raconter. Alors, et évidemment, quand tu viens faire un tour à Montréal, tu me fais signe. D'accord. Eh bien, merci. Merci. On va peut-être parler de toi. Peut-être. Une fois le micro coupé, j'aimerais bien que tu me donnes tes nouvelles. En fait, je m'apprête à couper tout ça et on va jaser. Alors coupons et là on va dire des choses inouïes, secrètes, je ne sais pas. J'ai hâte que tu me racontes des choses incroyables. Alors, et c'est là que le micro reste ouvert. Les grands journalistes font ça, ils laissent leur micro, voire leur caméra ouverte et c'est là qu'on fait le buzz, comme on dit. On va dire, mais étant un peu gêné, je vais couper sur le champ. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers auditeurs québécois. Pas seulement du Québec. Non, de partout, de partout. De partout dans le monde. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crab. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.